peut-être nos problèmes étaient-ils inévitables. J'étais un scientifique de la nature, un physicien pour être précis, et Tilly était économiste avec une solide formation en sciences sociales, bien qu'aucun de nous ne travaillât plus dans ces domaines. Nos racines universitaires en disaient long sur notre façon d'aborder la vie. Je croyais aux absolus opposant tout, bien sûr, mais j'avais foi en des vérités immuables comme les lois de la nature. La gravité, par exemple, était constante. Tilly, d'autre part, croyait aussi aux vérités mais laissait de la place aux exceptions, même pour la gravité. C'est toujours vrai, Tilly, argumentai-je. La gravité est constante. Pour l'instant, répondit-elle avec un sourire en coin. Tu ne peux pas me dire que quelque part, dans cet univers infini, il n'y a pas un seul cas où elle pourrait ne pas fonctionner. Nous rions, sachant qu'aucun de nous ne pouvait convaincre l'autre. Nos débats changeaient rarement les opinions, mais nous apprécions l'échange malgré tout. Nous avions un bon mariage, dans ce sens. Nous n'étions pas dans la ligue des Gates ou des Bezos en matière de richesse, mais nous étions à l'aise. Je gérais le big data par l'analyse actuarielle, tandis que Tilly dirigeait une équipe de vente de 24 personnes dans une société de courtage régionale en pleine expansion. Nous avions assez d'argent pour le présent et l'avenir. Notre maison, une charmante villa de 4 chambres avec piscine et jacuzzi dans le jardin, était notre sanctuaire. Nous partagions également une maison d'été dans le nord avec la sœur de Tilly, Margie, et son mari Nat, ce qui nous offrait une échappatoire fraîche lorsque les températures montaient. Notre vie de famille était épanouissante, notre fille aînée Annette venait de commencer la première année d'école primaire, et notre Benjamin Kylie avait récemment abandonné les couches. Elles étaient toutes deux adorables, énergiques, bien élevées et profondément aimées. J'avais laissé entendre la possibilité d'un troisième enfant, peut-être un garçon cette fois, mais Tilly n'était pas aussi enthousiaste. Après Kylie, il lui avait fallu près de 2 ans pour retrouver son poids et sa tonicité idéaux, et je comprenais ses hésitations. Ce n'était pas un gros problème pour moi, j'aimais notre famille telle qu'elle était. En ce qui concernait l'intimité, je ne dirais pas que nous étions les amants les plus audacieux du monde, mais nous n'étions certainement pas timides non plus. Que ce fût au lit, sur le canapé, dans le jacuzzi ou même dans le hamac, bien que cela exigeât une certaine prudence, nous trouvions toujours des moyens de nous épanouir mutuellement. Il n'y avait pas de mauvaise nuit dans notre mariage, du moins pas dans ce domaine. Notre relation était bien équilibrée. Parfois, je m'appuyais plus sur elle que je ne lui donnais en retour, comme lorsque j'avais un gros projet au travail ou lorsque mon père avait subi un AVC, laissant ma mère ayant besoin d'aide à la maison. D'autres fois, c'était elle qui s'appuyait sur moi, comme lorsqu'elle avait des voyages d'affaires à gérer ou devait rester avec sa sœur pendant le diagnostic de cancer du sein de Margie. D'une manière ou d'une autre, la balance semblait toujours s'équilibrer avec le temps. Alors, où nous étions-nous trompés? Les graines de notre mécontentement furent semées dès le début de notre relation. Nous étions qui nous étions, mais aucun de nous n'avait pleinement reconnu la profondeur de nos différences. Nous avions supposé qu'elle n'était pas assez significative pour importer, donc nous n'avions jamais pleinement discuté de nos attentes. Je l'aimais et elle m'aimait. Qu'est-ce qui d'autre pouvait bien importer? Il s'est avéré que beaucoup plus de choses importaient que nous ne le pensions ou du moins, c'est ce qu'il me reste maintenant. Qui sait si c'est vrai ou non? Tilly a toujours mieux compris les gens que moi, et même si nous avions pris un mauvais virage au début, il a fallu des années pour que les fissures de nos fondations apparaissent. Pendant longtemps, nous avons mené des vies heureuses, complètement inconscients du vide grandissant sous notre mariage. Papa, pourquoi Kylie et moi ne pouvons-nous pas venir aussi? La voix d'Annie portait une pointe de frustration. Elle était débrouillarde et un peu gâtée, et Tilly et moi adorions nos 2 filles. Nous les laissions rarement avec des nourrices ou nos parents, sauf en cas d'absolue nécessité. Mais cette nuit était différente. Tilly était honorée lors du gala de son entreprise pour avoir décroché 3 comptes majeurs, dont un géant du logiciel et 2 family office qui contrôlaient collectivement plus de 2 milliards de dollars d'actifs. Nous avions décidé de passer la nuit à l'hôtel où se déroulait la célébration. Cette fête est réservée aux adultes, ma chérie, expliquai-je doucement. Mais je te promets que nous fêterons ça tous ensemble en famille demain soir, d'accord? J'aimerais pouvoir venir. Avec toi, Bouddha Annie. Je sais, ma puce, mais demain soir, nous nous rattraperons sur tout, la rassurai-je. Le destin est souvent décidé par des détails insignifiants, ces petites choses comme les globules sanguins qui circulent dans le corps, abondants et apparemment triviaux en eux-mêmes. Je garai la berline BMW série 5 bleu foncé de Tilly dans le parking souterrain de l'hôtel. Alors que nous entrions dans l'ascenseur, je réalisai soudain que j'avais oublié mon ticket de parking.
Si c'était un parking municipal, je m'en serais moqué, mais cet hôtel facturait $40 pour une nuit de stationnement. Agacé, j'embrassai Tilly en arrivant au lobby, la déposai et appuyai sur le bouton pour retourner au garage. Il ne me fallut que quelques minutes pour récupérer le ticket de ma poche de manteau et revenir au lobby. Cependant, lorsque je franchis les portes de la salle de bal, je me figeai. Tilly était déjà à l'intérieur, sa veste enlevée, et elle discutait avec un homme que je ne connaissais pas. Quelque chose dans cette scène me fit hésiter, non pas à cause de quelque chose de manifestement inapproprié, mais à cause de l'aisance et de la familiarité entre eux. Ils se tenaient proches et l'homme se pencha, disant quelque chose qui la fit rire un peu trop fort, un peu trop chaleureusement. Je secouai ce malaise et m'approchai, forçant un sourire. Et, désolé pour ça, j'ai oublié le ticket dans la voiture. Tilly se tourna vers moi, son visage s'illuminant d'un sourire. Oh, te voilà. Je retrouvais juste un vieil ami. Aaron, voici Marcus. Il travaille avec l'une des entreprises que j'ai signées l'année dernière. Enchanté, Marcus, dis-je en lui tendant la main. Sa poignée était ferme, son sourire poli. De même. Tilly parle beaucoup de vous. Tilly se tenait de l'autre côté de la pièce, discutant avec un grand homme en costume sombre et une femme en robe de soie vert vif. La femme était grande et mince, de constitution athlétique, mais Tilly la surpassait. Ma femme portait des vêtements classiques de haute qualité avec une confiance naturelle que peu pouvaient égaler. Ses proportions étaient presque parfaites, tant ses traits du visage que sa silhouette, féminine et pleine de courbes. Elle maintenait sa forme grâce à près d'1 heure d'exercice chaque jour. Mais ce n'était pas seulement son apparence, c'était l'intelligence dans ses yeux, la grâce de ses mouvements et la courbe de ses lèvres qui avaient conquis mon cœur il y a longtemps. En la regardant de l'autre côté de la pièce, je sentis une vague familière d'engouement, une attraction électrique à la fois dans mon cœur et, franchement, à d'autres endroits. Elle était à couper le souffle. Il semblait approprié, presque poétique, quand ce moment d'admiration, le mensonge se révéla. Je vois que Tilly n'a pas amené son mari ce soir. Tu crois que Randy la reprendra? La voix venait de derrière moi. Je venais d'entrer dans le vestiaire lorsque j'entendis 2 hommes parler, le dos tourné vers moi. Ils ne remarquèrent pas ma présence. Je me figeai. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Je reconnus immédiatement l'une des voix, Ted Master, qui faisait partie de l'équipe de vente de Tilly depuis 3 ans. Je ne reconnus pas l'autre homme, mais je connaissais le nom qu'il mentionnait, Randy. C'était le grand homme qui se tenait avec Tilly. À ce moment-là, j'éprouvais une sorte de douleur que je n'avais jamais connue auparavant et que j'espère ne plus jamais connaître. Ce n'était pas seulement un chagrin d'amour, c'était une agonie dévorante, une blessure si profonde que je doutais de pouvoir jamais m'en remettre. Je sentis comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mon monde, la vie que je croyais sûre et remplie d'amour, se brisa en un instant. Mais étrangement, je ne sentis rien non plus. Mon instinct de survie s'activa avec fureur, coupant la douleur accablante pour que je puisse penser clairement ou du moins, suffisamment clairement pour agir. Je ne voulais pas me ridiculiser. Je ne voulais montrer aucune vulnérabilité, surtout pas en public. Mes pensées étaient loin d'être rationnelles, mais quelque chose en moi guida mes actions avec une précision dont je serais reconnaissant plus tard. Je sortis du vestiaire et me dirigeai directement vers Tilly. Mon expression dut me trahir car son sourire s'estompa dès qu'elle me vit. Le vestiaire est près de l'entrée, ma chérie, dis-je sèchement. Et pourrais-tu m'apporter un verre de vin blanc en revenant? Je ne perdis pas de temps en fioritures. Ma voix était froide, distante et délibérée. Puis, sans attendre sa réponse, je portai le coup. Je pars, Tilly. Je ne veux pas empêcher Randy de t'avoir dans son lit ce soir, encore une fois. Randy, qui venait de siroter son whisky, s'étouffa avec, toussant violemment. Les yeux de Tilly s'écarquillèrent et les larmes montèrent immédiatement en me regardant, réalisant que je savais. Je savais tout. Son visage se froissa et, dans un murmure terreux. Blanc, elle dit, oh non. Son choc et son désespoir étaient indéniables. Je me tournai et m'éloignai sans un mot de plus. Ted Master, qui avait tout entendu, restait figé, le visage pâle comme un linge. Aaron, m'appelait-elle, sa voix se brisant. Attends, s'il te plaît. Je vais prendre mon manteau et je viens avec toi. Je l'ignorais. Mon pas s'accéléra alors que je me dirigeais vers les escaliers. Je ne courus pas, mais je n'hésitais pas non plus. Je quittai le garage si rapidement que je n'eus même pas à payer le stationnement.
qui a dit que l'univers ne s'inclinait pas vers la justice? Dieu merci, les filles restaient chez les parents de Tilly cette nuit-là. Pendant que je conduisais, mon esprit s'emballait, formulant des plans. Au pire, je supposais que j'avais 4 ou 5 minutes d'avance. Si Tilly s'excusait auprès des organisateurs ou demandait un taxi, j'aurais peut-être 10 minutes. Dans tous les cas, je savais une chose, je ne pouvais pas rester à la maison. Comme tout animal blessé, j'avais besoin d'un refuge, d'un endroit où personne ne pourrait être témoin de ma souffrance, de ma honte et de la façon dont tout cela allait me briser, car je savais que ça allait me briser bientôt. Puis je ris amèrement. Je n'avais pas besoin de rentrer chez moi. J'avais un sac de voyage dans le coffre. Je ne voulais pas me cacher pour toujours, mais je n'allais pas non plus lui faciliter la tâche pour qu'elle me confronte. Je trouvai un distributeur de billets et retirai le montant maximum en espèces. Puis je roulai jusqu'à une modeste auberge de bord de route où je payai une chambre en liquide et éteignis mon téléphone, le laissant sur la table de chevet. Je marchai jusqu'à un Red Robin voisin pour dîner. Je commandai un burger, une salade et une bière, juste une. Je n'avais jamais vu l'intérêt de boire excessivement, les données sont assez claires sur les effets à long terme. De plus, je n'avais pas besoin d'alcool pour me punir, la douleur s'en chargerait toute seule. Je mangeais lentement, essayant de masquer mon tumulte intérieur. En public, je pouvais faire semblant, ne serait-ce que pour un court instant, que tout allait bien, mais l'acte était épuisant et ma façade commençait à se fissurer. Je laissai un pourboire généreux sur la table, non pas par envie, mais parce que je ne supportais pas l'idée d'attendre la monnaie. J'avais juste besoin de partir. De retour dans la solitude verrouillée de ma chambre, le barrage finit par céder. Des sanglots secouèrent mon corps tandis que je m'effondrais sur le lit, saisissant un oreiller. J'y enfouis mon visage, essayant d'étouffer le son. Des profondeurs de mon cœur brisé, la douleur jaillit. Elle était brute, accablante et inéluctable. Pour la première fois, je me permis de ressentir pleinement le poids de ce qui s'était passé. La trahison de Tilly n'était pas seulement une trahison de notre mariage, c'était une trahison de la vie que nous avions construite ensemble, de la confiance que je lui avais accordée et de l'amour que j'avais cru inébranlable. La nuit s'étirait, interminable et impitoyable. Dans cette pièce silencieuse, entourée de rien d'autre que mon angoisse, je fus contraint de faire face à une vérité dévastatrice, un hurlement me transperça, brut et viscéral. Si quelqu'un avait été assez proche pour l'entendre, je suis certain que cela l'aurait secoué jusqu'à l'âme. Je criai et pleurai dans l'oreiller, libérant toute la douleur qui me tordait la poitrine et me déchirait le cœur. Je ne sais pas combien de temps j'ai crié, mais lorsque je m'effondrai finalement sur le sol, l'oreiller était trempé, imbibé de salive, de larmes et de morve. Je jetai l'oreiller abîmé dans le coin de la pièce. Il y en avait 3 autres sur le lit et 2 sur l'étagère du placard. Je savais que j'en aurais besoin, si ce n'était pas cette nuit, alors au matin. J'ai anéanti mon mari. La voix d'Aaron était froide, son ton détaché, mais ses yeux le trahissaient, ils étaient remplis d'une telle douleur qu'il était insupportable de les regarder. Il savait. Ma respiration se coupa dans ma gorge et je restai figé. Je voulais courir vers lui, le serrer dans mes bras, le réconforter et implorer son pardon. Je voulais effacer la douleur que j'avais causée, mais je ne pouvais pas bouger. Nos regards se croisèrent pendant ce qui sembla une éternité. Je ne me souviens même pas si j'ai dit quoi que ce soit. Je restais là, paralysé, tandis qu'Aaron me tournait le dos et s'éloignait, passant devant Ted Master sans un mot. Aaron, l'appelai-je, ma voix tremblante. Attends, s'il te plaît. Laisse-moi prendre mon manteau, je viens avec toi. Mais il ne s'arrêta pas. Il ne me reconnut même pas. La panique me submergea tandis que je me tournais vers le placard, cherchant mon manteau à tâtons. J'appuyais encore et encore sur le bouton de l'ascenseur, souhaitant que les portes s'ouvrent plus vite. Quand je fus enfin arrivé au garage, je réalisai que sa voiture était PA. RTIE. Il était parti sans hésitation. Frustré et désespéré, je me précipitai de nouveau vers le lobby de l'hôtel et sortis par les portes principales. Les taxis étaient rares, alors je sortis mon téléphone et commandai un VTC. Une Prius bleue arriva 4 minutes plus tard. Ces 4 minutes me semblèrent une éternité, mais le trajet de 20 minutes qui suivit me parut encore plus long. J'utilisai ce temps pour me ressaisir suffisamment pour envoyer un message à Jim et Frank, leur présentant de rapides excuses et expliquant qu'Aaron avait eu un problème de santé soudain. J'exprimai mon regret d'avoir quitté l'événement en avance. Leurs réponses arrivèrent immédiatement, compréhensives mais déçues. Pourtant,
rien de tout cela n'avait d'importance pour moi. Mes pensées étaient entièrement tournées vers Aaron. Aaron a toujours vu le monde en noir et blanc. C'est l'une des choses que j'aimais le plus chez lui, sa clarté, son intégrité et son sens inébranlable du bien et du mal. Tout cela faisait de lui ce qu'il était. Je l'aimais pour son intelligence, sa gaieté, sa dévotion envers nos filles et son engagement envers moi. Mais là où Aaron voyait des absolus, je voyais des nuances, et cette nuit, je réalisais à quel point cette différence était immense. L'engagement d'Aaron envers moi était complet, absolu. Le mien était tout aussi fort, du moins c'est ce que j'avais toujours cru. Mais je savais qu'il ne le verrait pas de la même manière. Pour Aaron, la fidélité n'était pas quelque chose que l'on négociait ou que l'on justifiait. Pour moi, ce n'était pas si tranché. L'intimité en dehors de notre mariage n'avait jamais empiété sur mon amour pour Aaron ou sur la vie que nous avions construite ensemble. Pour moi, c'était sans importance. Cela ne changeait pas la façon dont je me sentais envers lui ou notre famille. Je l'aimais profondément, et cet amour ne faisait que se renforcer avec le temps. Mais parfois, les circonstances s'alignaient, et je me laissais aller à de brefs moments d'intimité. Ils étaient rares, toujours détachés, et ils n'affectaient jamais le cœur de notre relation ou du moins, c'est ce que je pensais. Depuis notre mariage, je n'avais eu que 3 de ces moments. Le premier fut une rencontre unique avec un commercial lors d'une conférence d'affaires. Ensuite, il y eut Randy. Il avait rejoint mon entreprise il y a près de 2 ans, et nous avions été intimes 2 fois, toutes 2 lors de voyages d'affaires. Nous n'avons jamais passé la nuit ensemble, et je n'ai jamais prévu que cela se produise. Ce n'était pas quelque chose que je recherchais, cela arrivait juste quand les circonstances étaient propices. Pour moi, ces brèves rencontres étaient insignifiantes. En 5 ans, elles ne représentaient que quelques heures de ma vie. Je passais plus de temps au spa à me faire masser. Mais je savais qu'Aaron ne le verrait pas de cette façon. Pour lui, peu importait à quel point ces moments étaient rares ou détachés. Pour lui, c'était une trahison, pure et simple. Lorsque le taxi s'arrêta devant notre maison, il faisait sombre. Aaron n'était pas là. Moins d'1 heure auparavant, nous avions quitté cette maison ensemble, impatients de la soirée à venir. Maintenant, elle semblait vide. La chaleur, l'amour, les souvenirs que nous avions construits entre ces murs, tout cela semblait lointain, comme un rêve qui s'échappait de mes doigts. Je suis entré et j'ai traversé les couloirs silencieux de notre maison. C'était la maison où nous avions élevé Annie et Kylie, la maison remplie de rire, de joie et de la vie que nous avions construite ensemble. Mais maintenant, elle me semblait souillée. Les souvenirs qui autrefois m'apportaient réconfort et fierté étaient maintenant teintés de tristesse et de regret. J'avais peur de ce qui arriverait à notre mariage, à nos enfants, à notre famille. Peur d'avoir tout gâché. Pourrions-nous jamais nous en remettre? Le pourrions-nous? J'enfilai un jogging et des pantoufles en peau de mouton, cherchant le moindre semblant de confort, et m'installai dans la salle familiale pour attendre Aaron. Mon téléphone était silencieux. Nous n'avions jamais été le genre de couple à suivre nos emplacements respectifs, donc je n'avais aucune idée d'où il pouvait être. Tout ce que je pouvais faire était d'attendre. Assise là, j'essayais de penser à ce que je lui dirais, mais chaque fois que je formais une phrase dans mon esprit, elle s'effondrait sous le poids de ma culpabilité. Nous devions parler, c'était clair. Malgré ma réaction à l'hôtel, je savais que j'étais doué pour gérer les conversations difficiles quand je pouvais voir l'autre personne, lire ses expressions, entendre le ton de sa voix et jauger ses émotions. Si seulement je pouvais m'asseoir en face d'Aaron ou mieux encore, à côté de lui j'aurais une chance. Je ne savais pas si je pouvais le convaincre de voir les choses de mon point de vue, mais au moins ce serait mieux que le silence. Alors j'attendais. Peu importe le temps que cela prendrait, je l'attendrais. Et plus que tout, je voulais qu'il sache une chose, je l'aimais. Il était et serait toujours la personne la plus importante de ma vie. Je restais assise sur le canapé, mon téléphone posé dans mes mains. Pendant environ 15 minutes, je rédigeais et supprimais au moins une douzaine de messages, chacun essayant de trouver l'équilibre parfait entre excuses et espoir. Finalement, je me décidai pour quelque chose de simple, s'il te plaît, rentre à la maison et parle-moi. Je t'aime. Je l'envoyai et j'attendis. J'ai étonnamment bien dormi cette nuit-là, mais pas avant une dernière crise de larmes hystériques. J'ai pleuré jusqu'à être complètement épuisé, mon corps cédant à l'épuisement émotionnel. Quand je me suis réveillé, la chambre était encore sombre, mais l'horloge indiquait que j'avais dormi près de 9 heures. Ma tête était plus claire, mais mon corps et mon esprit étaient encore lourds,
comme si je pataugeais dans la boue à chaque pas. J'ai pris une douche mais j'ai sauté le rasage, il n'y avait aucune énergie pour la prétention ou le polissage. Vers 7h30, j'ai décidé de m'arrêter au Original Pancake House pour le petit déjeuner. Le café était chaud et frais, les crêpes légères et moelleuses, mais la galette de saucisse était grasse et beaucoup trop lourde. Néanmoins, l'addition était inférieure à 20 $, alors j'ai laissé un pourboire généreux. Même après le petit déjeuner, je me sentais agité. Mon entraînement habituel était la course, mais je n'avais pas de vêtements de sport ni même de chaussures appropriées. Pourtant, je ne pouvais pas rester assis dans ma chambre d'hôtel. Je devais bouger. J'ai superposé quelques t-shirts, la chemise de la veille et un sweat à capuche que j'avais emballé pour le voyage de retour. Puis je me suis dirigé vers le parc au bord du lac. Le parc était presque vide, juste quelques joggeurs et une mère avec 2 garçons jouant sur la structure de jeu. La solitude était bienvenue. J'avais du temps pour réfléchir, et j'avais besoin de ce temps. L'esprit de Tilly était comme du vif argent, souple, rapide, capable de traiter l'information et de s'adapter à la volée. Le mien ne fonctionnait pas ainsi. J'avais besoin de structure, de concentration et d'un plan. Sans cela, toute discussion que nous aurions me laisserait désavantagé. Je devais me préparer. Je me préparais à l'inévitable confrontation. Je n'avais aucune idée de la manière dont elle tenterait de justifier son infidélité, mais je savais qu'elle essaierait. Je croyais que Tilly m'aimait, du moins je le pensais, mais je ne pouvais pas concilier sa trahison avec cette conviction. Cela n'avait aucun sens et j'avais besoin de réponses. Alors que je marchais le long du sentier, écoutant le doux clapotis de l'eau contre le rivage et l'odeur terreuse de l'herbe et des arbres endormis, j'ai fait ce que je savais faire de mieux, j'ai organisé mes pensées par catégorie. J'ai écarté les distractions et me suis concentré sur les questions les plus importantes. Au moment où je suis revenu dans ma chambre d'hôtel, j'avais un plan. Je n'avais pas l'intention de lire les questions à Tilly, mais les écrire les ancrait dans mon esprit. J'ai pris un bloc-notes et j'ai commencé à écrire « Pourquoi as-tu pensé pouvoir rompre tes promesses envers moi ?» J'avais peu d'espoir que sa réponse soit satisfaisante, mais j'avais besoin de comprendre son état d'esprit. « As-tu mis ma santé en péril en ayant des relations intimes non protégées ?» Si c'était le cas, cela montrerait non seulement un manque de considération, mais une imprudence manifeste. À quelle fréquence as-tu couché avec Randy? Y en a-t-il eu d'autres? Je croyais qu'elle était fondamentalement honnête, même si ses actions m'avaient trahi. Ce n'était pas une menteuse habile et j'étais bon pour détecter les mensonges. Pourquoi Randy? L'aimes-tu? Veux-tu une relation avec lui? Veux-tu continuer à le voir? Ces questions me terrifiaient, mais j'avais besoin des réponses pour comprendre à quoi je devais faire face. Comment tes collègues ont-ils découvert votre relation? En aviez-vous honte? Cela faisait-il partie de la culture d'entreprise? L'idée que leurs collègues aient pu être au courant, qu'ils aient pu en plaisanter, m'a profondément blessé. Que penses-tu qu'il devrait se passer ensuite? Quelle voie envisages-tu pour nous? En fin de compte, ce ne serait pas entièrement son choix, mais j'étais curieux d'entendre sa perspective. Après les avoir écrites, je me suis adossé et j'ai fixé la liste. Les questions semblaient froides et cliniques, mais elles reflétaient la clarté dont j'avais besoin pour avancer. Je savais que la conversation avec Tilly devait avoir lieu aujourd'hui ou demain, cela ne pouvait pas attendre. Ma priorité était de protéger nos filles, ce qui signifiait qu'elles devaient rentrer chez elles dans un environnement stable, même si cette stabilité était temporaire et fragile. ANT que Tilly et moi ne déciderions pas quelle voie prendre, nous devions préserver Annie et Kylie des retombées autant que possible. Je me sentais mentalement prêt, mais j'étais toujours nerveux. J'avais besoin de me détendre et de concentrer mon énergie sur la conversation, ne pas la gaspiller en peur et en distraction. L'hôtel avait une petite salle de sport avec un tapis de course, alors j'ai marché pendant 1 heure, toujours en jean et en t-shirt. Ensuite, je suis allé chez Red Robin pour un sandwich au bacon et un café. Entre l'entraînement et le repas, je me sentais aussi prêt que possible pour ce qui m'attendait. Je me suis réveillé sur le canapé avec une raideur dans la nuque. En tournant la tête, j'ai attrapé mon téléphone et vérifié les messages. Il n'y avait rien d'important. Aaron était toujours silencieux. Je savais qu'il avait besoin de temps pour digérer ses sentiments, mais plus il restait éloigné, plus ma tâche devenait difficile. Je pouvais l'imaginer vivement, déroulant des scénarios dans son esprit, testant des hypothèses, essayant de donner un sens à ce qu'il ne pouvait pas comprendre. C'était étrange et profondément triste de savoir que j'étais l'objet de ses pensées.
La culpabilité pesait sur moi comme une pierre. Je savais que je l'avais blessé, et je savais que lorsqu'Aaron viendrait enfin à moi, je devrais être honnête, brutalement honnête. Cette honnêteté le blesserait encore plus, mais j'espérais aussi qu'elle pourrait aider à nettoyer la plaie. Les mensonges n'étaient pas une option. J'ai toujours cru que les mensonges corrodent et infectent les relations intimes. Dans des questions moins importantes, je pouvais mentir pour ménager les sentiments de quelqu'un, mais pas ici. C'était trop important. Seule la vérité complète fonctionnerait. Tout dépendait d'Aaron. Je me suis préparé une tasse de café et j'ai essayé de chasser la conversation à venir de mon esprit. Je réussissais toujours mieux quand les autres pensaient que je n'étais pas entièrement préparé, anticiper tous les scénarios possibles avait tendance à me rendre léthargique et à trop réfléchir. Je savais que ma force était de lire l'instant intuitivement, d'aborder ce qui devait être dit et d'articuler rapidement mes pensées, alors j'ai délibérément évité de répéter. Je voulais garder mon énergie pour ce qui comptait vraiment. Mais à mesure que la matinée s'éternisait sans un mot d'Aaron, mon anxiété augmentait. J'ai appelé mes parents pour prendre des nouvelles des filles et leur ai demandé de garder Annie et Kylie une nuit de plus. Ils étaient heureux d'obliger, bien qu'Annie ait insisté pour me parler. Papa a dit qu'on fêtait ça ce soir, sa voix résonna. Fêter ? Je suis désolé, ma puce, mais papa ne se sent pas bien aujourd'hui, ai-je répondu gentiment. Mais je te promets que nous sortirons en famille dès que nous pourrons. Mais papa a dit ce soir, protesta-t-elle, sa frustration transparaissant. Annie me ressemblait tellement, persévérante, déterminée, mais à tous autres égards, elle était la fille de son père. Je sais, chérie, mais parfois les plans doivent changer quand il se passe des choses. Je promets que nous fêterons ça ensemble bientôt. La ligne est restée silencieuse jusqu'à ce que ma mère revienne, gloussant. Quelqu'un n'est pas du tout contente. Elle me lance ce regard furieux que tu me lançais quand tu avais son âge. Merci, maman, ai-je dit avec un faible sourire. Si quelqu'un peut la gérer, c'est bien toi. Ne t'inquiète pas, me rassura-t-elle, rien qu'une paire de biscuits ne puisse résoudre. Dis à Aaron que nous espérons qu'il se sentira mieux bientôt. Je le ferai. Fais un câlin à Kylie pour moi aussi. J'ai essayé de m'occuper. J'ai fait la lessive, nettoyé la cuisine et trié le courrier, mais les tâches étaient petites et banales, rien qui puisse pleinement occuper mon esprit. Il n'a pas fallu longtemps avant que mes pensées ne reviennent à Aaron. Je n'arrêtais pas de me rappeler que je ne pouvais pas prédire sa réaction avant de le voir. S'inquiéter de quelque chose que je ne pouvais pas contrôler était inutile, mais sans rien d'autre pour me distraire, mon anxiété bouillonnait sous la surface. J'ai envisagé de prendre une douche pour faire passer le temps, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je voulais être prête pour Aaron dès qu'il franchirait la porte. Il fallait qu'il me voie, qu'il sache qu'il était la personne la plus importante au monde pour moi, maintenant et toujours. L'attente était torturante, mais d'une étrange manière, elle était aussi thérapeutique. Je détestais ne rien faire, mais les souvenirs d'Aaron et moi ne cessaient de me revenir à l'esprit, et pendant un instant, ils m'ont apporté la paix. J'ai pensé à notre premier rendez-vous, une soirée classique dîner et cinéma. Aaron avait suggéré un restaurant italien, un choix sûr, mais à l'intérieur, il avait pris un risque en commandant un plat appelé Linguini Davis. Nous avons partagé une énorme lasagne et j'ai ramené chez moi ces restes de spaghetti carbonara. Nous avons découvert que nous aimions tous les deux les frères Cohen, bien que j'insiste sur le fait que Astérisque Arizona Junior Astérisque était leur meilleur film tandis qu'ils s'extasiaient sur Astérisque Barton Fink Astérisque. Pour être honnête, je n'ai jamais vraiment aimé Astérisque Barton Fink Astérisque, mais j'adorais l'écouter expliquer avec passion pourquoi c'était génial. J'ai pensé à la première fois que nous avons fait l'amour. Ma sœur Margie et moi vivions ensemble pendant que je terminais mes études, et elle est partie pour le week-end, nous donnant l'espace dont nous avions besoin. Ce n'était pas un secret ce qu'Aaron et moi avions prévu ce soir-là. Il est arrivé avec une bouteille de vin, nous avons commandé une pizza et finalement nous nous sommes retrouvés dans ma chambre. J'étais nerveuse et il a admis qu'il l'était aussi, bien qu'il ne le montre pas. Et puis il y a eu sa demande en mariage. Nous avions parlé de mariage et j'attendais qu'il me fasse sa demande. Il avait manqué quelques occasions parfaites Noël et le réveillon du Nouvel An mais quand il l'a finalement faite, c'était parfait. C'était un jeudi soir ordinaire dans son appartement. Il avait cuisiné ses pâtes fétiches pour le dîner et nous avions regardé Astérisque Premier Contact Astérisque. Après le film, il a orienté la conversation vers le thème central du film, si tu savais que tu allais être déçu, prendrais-tu quand même le risque ? Le film traitait de la maladie d'un enfant,
mais Aaron a formulé la question autour des relations, plus spécifiquement du mariage. Te marierais-tu quand même si tu savais que cela pourrait mal finir, m'a-t-il demandé. Quand j'ai dit que oui, il s'est agenouillé, a sorti une bague et a dit « moi aussi ». Comme si mes pensées l'avaient invoqué, j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Mon souffle se coupa. J'ai soupiré profondément 3 fois, essayant de me stabiliser. Puis je me suis assise à la table de la cuisine avec mon café, me plaçant délibérément de manière à être la première chose qu'il verrait en entrant. J'ai ouvert la porte du garage vers la cuisine. La première chose que j'ai vue, c'est Tilly assise à table, une tasse de café devant elle. Elle avait l'air tendue, ses doigts serrés autour de la tasse. C'était une situation nouvelle pour nous deux. « Dieu merci, tu es rentré, dit-elle, la voix tremblante. J'étais si inquiète pour toi. Tu vas bien? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Du café? Le déjeuner? » Ses mots se sont bousculés, son anxiété étant manifeste. Non, répondis-je sèchement. J'ai déjà mangé. Je vais me changer. Nous parlerons plus tard, d'accord? D'accord, chérie, dit-elle doucement, me regardant attentivement. Je vais faire des œufs brouillés. J'étais trop inquiète pour manger plus tôt. Tu es sûr que tu ne veux rien? Je suis sûr, dis-je, me dirigeant déjà vers l'escalier. En traversant le salon familial, j'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce. La pièce avait toujours été le centre émotionnel de notre foyer, un endroit qui semblait stable et rassurant. Mais maintenant, elle me semblait étrange. Le sentiment habituel de stabilité manquait. Rien ne semblait déplacé, juste la couverture froissée sur le canapé sectionnel, que j'avais supposé Tilly avait utilisé, et pourtant l'atmosphère semblait stagnante, comme si la vie s'était évaporée de cet espace. Notre chambre me semblait pareille. Ce n'était pas l'environnement physique qui avait changé, c'était moi. Ma maison ne me semblait plus un sanctuaire, elle me semblait souillée. J'ai défait ma valise méthodiquement, comme si organiser mes affaires pouvait d'une manière ou d'une autre mettre de l'ordre dans le chaos en moi. Le costume étalé sur le dossier d'une chaise, il n'était pas assez froissé pour nécessiter le placard. Les t-shirts et les jeans sont allés directement dans le panier à linge, avec mes chaussettes et mes caleçons. J'ai rangé mes articles de toilette à leur place habituelle et j'ai accroché mon sweat à capuche dans le placard. Finalement, j'ai enfilé un jogging, un t-shirt à manches longues et mon pull en coton préféré, terminant par une paire de baskets Skechers. Quand je suis retourné à la cuisine, Tilly était près de la cuisinière, remuant des œufs brouillés. L'odeur était familière et réconfortante. Ces œufs étaient légendaires, inégalés par n'importe quel restaurant. Les filles les adoraient. Je me suis assis à la table, choisissant le siège directement en face du sien. Normalement, Tilly préférait que nous soyons assis l'un à côté de l'autre lorsque nous parlions de quelque chose de sérieux, mais ce n'était pas une conversation normale. Être assis en face d'elle me donnait une meilleure vue de ses réactions. J'ai pris une profonde inspiration, l'expirant lentement, silencieusement. J'ai répété mentalement mes questions, me préparant à ce qui allait arriver. Quand Aaron est entré dans la cuisine, quelque chose chez lui semblait dit. Ferrand. Sa tenue était dépareillée, un jean beige, un sweat à capuche vert et ses bottes éraflées, d'un rouge brunâtre. Il ne s'était pas rasé, ce qui ne lui ressemblait pas du tout, mais ce n'est pas son apparence qui m'a le plus frappé. C'était ses yeux. Je ne m'attendais pas à la chaleur ou à la joie habituelle qui illuminait son visage quand il me regardait. Je ne m'attendais même pas à la colère ou à la douleur, bien que je sois préparé aux deux. Au lieu de cela, ce que j'ai vu était pire, de la distance. Ses yeux étaient détachés, cliniques, comme s'il était passé en mode « travail ». J'avais besoin de lui en mode mari, le mode où nous abordions les problèmes ensemble, où nous prenions des décisions pour notre famille. Mais cela, c'était tout autre chose. Dieu merci, tu es rentré, mon cœur, dis-je, mes mots se bousculant. J'étais si inquiète pour toi. Tu vas bien? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Du café? Le déjeuner? Non, répondit-il sèchement. J'ai déjà mangé. Je vais me changer. Nous parlerons plus tard. Mode travail, assurément. D'accord, chérie, dis-je doucement, me tournant vers la cuisinière. Je suis juste en train de faire des œufs brouillés. J'étais trop inquiète pour manger plus tôt. Tu es sûr que tu ne veux rien? Je suis sûr, dit-il, et il est monté à l'étage sans un mot de plus.
J'ai soupiré et remué les œufs, ajoutant un peu de parmesan râpé. Annie les adorait comme ça, et Kylie les mangeait seulement parce que sa grande sœur les aimait. Le parfum a rempli la cuisine, mais je l'ai à peine remarqué. Mon esprit était rongé par la conversation imminente. Quand Aaron est revenu, il s'est assis en face de moi de nouveau. Je l'ai entendu expirer lentement, et le poids de l'instant s'est abattu sur nous. Ce n'était pas ainsi que je voulais commencer. Je devais amener doucement, pour adoucir la tension entre nous. Je ne veux pas faire ça dans la cuisine, Aaron, dis-je avec prudence. Laisse-moi manger rapidement et nous pourrons aller dans le salon familial. Le salon familial était l'endroit où nous gardions la plupart de nos photos et souvenirs de famille, les jouets de nos filles, des trésors de nos parents et des souvenirs de notre lune de miel. C'était notre espace d'amour, et j'espérais qu'y être pourrait l'aider à se rappeler la vie que nous avions construite ensemble. La cuisine est très bien, dit-il sèchement. J'hésitais mais décidai de ne pas insister. D'accord, mais pouvons-nous attendre que j'aie fini de manger? Je veux te donner toute mon attention. Certainement, répondit-il, son ton poli mais distant. J'ai remué les œufs une dernière fois. Où as-tu passé la nuit dernière? Au Résidence Inn. Je vois que tu as ramené ta valise. Vas-tu rester cette nuit? Je n'ai pas encore décidé. J'ai dégluti difficilement, essayant de garder ma voix stable. J'ai dit à Annie que nous irions au restaurant en famille pour fêter ton prix. J'ai appelé maman et lui ai demandé de garder les enfants une nuit de plus. Je n'étais pas sûr que tu rentrerais. Aaron hocha la tête. C'est bien que tu l'aies fait. Comment Annie a-t-elle pris la nouvelle? Il sourit faiblement et je sentis une minuscule lueur de soulagement. Exactement comme tu t'y attendrais, dit-il. J'ai rié, pendant un bref instant, j'ai senti la tension entre nous s'apaiser. Parler des filles avait toujours cet effet. J'ai dressé les œufs et je me suis assise à côté de lui, le surprenant par ce geste. Encore encouragé, j'ai tendu la main et touché son avant-bras. Il a tressailli, son corps se raidissant. Je suis désolé, Aaron, dis-je doucement, ma voix chargée d'émotion. Il haussa les épaules, ignorant mes excuses. J'ai mangé rapidement, goûtant à peine la nourriture, puis j'ai mis mon assiette dans le lave-vaisselle. Après avoir rafraîchi mon café, je suis retourné à ma place à côté de lui. Aaron s'est redressé, sa posture était rigide. Il se préparait. Mode travail, encore. J'ai des questions sur votre liaison, Ti, commença-t-il, sa voix ferme mais froide. Ce n'était pas une liaison, mon cœur, dis-je rapidement. C'était juste une aventure, un flirt. Appelez-la comme vous voulez, dit-il, son ton s'est fait plus incisif. Je considère que c'est une liaison. Pourquoi l'as-tu fait? J'ai soupiré profondément. Je vois à quel point je t'ai blessé, Aaron, et je répondrai à toutes tes questions. Mais j'ai besoin que tu comprennes, cela ne signifiait rien pour moi. Ni pour moi, ni pour nous. Cela n'a pas d'importance. Cela compte pour moi, répondit-il d'une voix ferme. J'ai hoché la tête, réalisant qu'il n'y avait pas moyen d'éviter la vérité. La même raison pour laquelle je commande parfois un steak pour le dîner et parfois une salade. Randy est attirant, drôle, humble. Il est juste amusant. Nous avons conclu un gros contrat, alors nous sommes allés prendre un verre pour fêter ça. Nous avons flirté comme. Me toujours, et puis, eh bien, je le voulais et il me voulait. Les sourcils d'Aaron se sont levés. J'ai ri nerveusement et je me suis levé, faisant les 100 pas dans la cuisine. Nous sommes allés dans sa chambre et je suis parti dès que nous avons eu fini. Tu n'as toujours pas dit pourquoi, dit-il, sa voix basse mais incisive. J'ai figé, réalisant que c'était le cœur du problème, le nœud gordien que nous devions démêler. Aaron et moi nous étions toujours complétés, nos approches différentes agissant comme des forces dans notre relation, mais maintenant nos différences semblaient des obstacles insurmontables. Cette chose avec Randy était insignifiante, dis-je, essayant de rencontrer le regard d'Aaron, bien qu'il semblât déterminé à ne pas me regarder. C'était comme décider quoi commander pour le dîner. Cela n'avait rien à voir avec toi, notre mariage ou notre famille. Nous étions en voyage d'affaires et c'est juste arrivé. L'expression d'Aaron n'a pas changé. Sa voix était calme mais froide, coupant mes mots comme une lame. Je peux contester presque tout ce que tu viens de dire, Ti. C'est significatif. Cela a à voir avec moi, notre mariage et notre famille. Et ce n'est pas juste arrivé. J'ai dégluti difficilement.
Tu as raison. J'ai rompu des promesses que je t'ai faites et je déteste t'avoir blessé. Mais je t'aime, Aaron. Je t'aime tellement que parfois cela me submerge. Cette chose avec Randy, ça ne signifie rien. Ni pour moi, ni pour nous. Aaron secoua la tête, sa voix basse mais ferme. Cela signifie tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé, ma voix tremblante. Je n'étais pas là, tu n'as rien manqué. Et quand je suis rentré, j'étais toujours aussi aimante, attentive et impliquée que jamais. Cela ne m'a pas changé, ni notre mariage, ni notre famille d'aucune manière. Tu m'as menti. J'ai tressailli. Je n'ai pas menti. Je ne t'ai jamais menti sur quoi que ce soit d'important. Dissimuler la vérité sur quelque chose d'important revient au même que mentir, rétorqua-t-il. Cela n'avait pas d'importance, ai-je insisté. Je ne te dis pas quand je fais de l'exercice en voyage d'affaires, ce que je mange au petit déjeuner ou quelle voiture je loue. Cela me semblait pareil. Cela ne signifiait rien. Je ne te mentirai pas, mon chéri, pas sur quelque chose qui compte. Aaron inspira profondément, ses yeux se fermant un bref instant tandis qu'il se ressaisissait. As-tu utilisé une protection? La question m'a prise au dépourvu. Je pensais que j'avais fait des progrès, qu'il commençait à comprendre. Ce changement soudain me laissait perplexe. Pourtant, j'avais promis de répondre à toutes ces questions. C'était difficile, ai-je commencé avec prudence, mais oui. Pas la première fois cependant. Après cela, oui. La mâchoire d'Aaron s'est crispée et j'ai pu voir la colère monter derrière son comportement mesuré. Combien de fois cela est-il arrivé? J'ai hésité, mais il était inutile de mentir. 3. J'ai été avec Randy 3 fois. Sa mâchoire s'est serrée davantage, ses jointures blanchissant tandis que ses mains se serraient en poing. Une partie de moi espérait que sa colère obscurcirait sa pensée, mais une autre partie savait qu'il était préférable d'arracher le pansement rapidement. As-tu été avec quelqu'un d'autre? Oui, ai-je admis. Une seule autre personne. C'était une aventure d'un soir il y a des années. Je l'ai rencontré dans un hôtel et le courant est passé. Personne d'autre que lui est Randy. Les yeux d'Aaron se sont assombris, son visage devenant plus froid. Je pouvais voir sa contenance s'effritant, ses émotions bouillonnant juste sous la surface. As-tu fait des tests MST? Demanda-t-il brusquement. Quoi? Non. Je ne pensais pas en avoir besoin. Nous avons utilisé une protection avec le premier gars, et avec Randy, ce n'était qu'une fois sans. Alors tu as mis ma santé en péril, dit-il, sa voix aiguë et perçante. Non, mon cœur, non. Je suis sûr que Randy est propre. Il n'est avec personne d'autre que sa femme. Et s'il mentait? Et si elle le trompait comme tu m'as trompé? Les mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais je me suis arrêté juste à temps. Il était blessé et il avait tout à fait le droit de l'être. Je vais me faire tester, dis-je doucement. Cela fait plus d'1 an que je n'ai pas eu de relation sexuelle non protégée, mais si cela peut apaiser ton esprit, je le ferai. Il semble que ce soit le moins que tu puisses faire, répondit-il sèchement. D'accord, je m'en occuperai. Tout ce qui peut te faire te sentir mieux. Cela ne me fera pas me sentir mieux, dit-il d'un ton amer, mais c'est une chose de moins à craindre. Elle a répondu à mes questions machinalement, comme si elle cochait une liste. Je pouvais la voir essayer de rester calme, cherchant les mots qui rendraient cela plus facile pour moi, ou peut-être pour elle mais. Tu as donc eu des relations sexuelles avec Randy 3 fois au cours de la dernière année, ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Oui, a-t-elle admis, mais ce n'est pas ce que tu imagines. Ce n'était jamais paix. Nous avons dû faire une 12aine de voyages d'affaires ensemble pendant cette période, mais cela n'est arrivé que 3 fois. Ce n'était pas continu et nous n'avons pas passé la nuit ensemble, nous n'avons pas loué de chambre ensemble, c'est juste arrivé. Es-tu amoureuse de Randy? Sa réponse est venue rapidement, presque trop rapidement, amoureuse? Mon Dieu, non. Je ne pourrais jamais l'aimer, ni personne d'autre. Tu es mon homme, mon partenaire, l'amour de ma vie. Je l'ai fixé, l'esprit s'emballant. Mais tu couches avec Randy et tu as couché avec un autre homme. Comment est-ce logique? Tilly a soupiré profondément, sa frustration et sa tristesse lisibles sur son visage. Je ne sais pas comment te faire comprendre, Aaron. Chacune de ces fois ne signifiait rien. C'était comme se gratter une démangeaison,
comme aller au cinéma ou à un concert. Cela n'a en rien changé mes sentiments pour toi, cela n'a pas atteint ce que nous avons bâti ensemble. J'ai secoué la tête, ma voix se durcissant. Je comprends ce que tu dis. Tu penses que le sexe peut être occasionnel, sans affection ni émotion? Oui, a-t-elle dit en se penchant en avant, exactement. Tu vois ça, n'est-ce pas? J'ai senti quelque chose se défaire en moi, un nœud de confusion se desserrant, mais le poids sur ma poitrine demeurait. Je le vois, ai-je admis, mais je ne suis juste pas d'accord. Son visage s'est décomposé et un instant, j'ai cru voir de la panique dans ses yeux. Allez, mon amour, a-t-elle imploré. Tu sais que c'est vrai. Parfois nous faisons l'amour avec tendresse et douceur, et parfois c'est sauvage et fou. Le sexe peut être différentes choses, il n'a pas toujours à signifier la même chose. Je l'ai regardé, sentant le poids de ses mots mais n'y trouvant aucun réconfort. Peut-être que ça ne signifie pas toujours la même chose, ai-je dit doucement, mais ça a toujours signifié quelque chose pour moi. Oui, mais peu importe comment nous le faisons, Aaron, a-t-elle dit, la voix tendue, je le fais toujours avec toi, et seulement toi. Ça rend ça spécial. C'est spécial pour moi aussi, ai-je répondu rapidement. J'adore être intime avec toi, c'est merveilleux, si satisfaisant. Mais tu as aussi couché avec d'autres hommes. Son ton était neutre, mais la douleur derrière ces mots était indubitable. J'ai soupiré, ma poitrine se serrant. Et ça ne signifie rien pour moi. Ça signifie quelque chose pour moi, a-t-il rétorqué. Il a couvert sa bouche de sa main, plissant les yeux comme s'il essayait de penser à travers le brouillard de ses émotions. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, il m'a devancé. Combien de personnes sont au courant de ça? La question m'a frappé comme une gifle. Que veux-tu dire? Personne n'est au courant, ai-je dit sur la défensive. Aaron a reniflé. Les gens sont définitivement au courant. Tu penses que je l'ai découvert par hasard? De toutes les questions qu'il aurait pu poser, c'était celle que je n'avais même pas envisagée. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que quelqu'un d'autre puisse le savoir. J'avais supposé qu'Aaron l'avait compris tout seul, il était si bon pour relier les points. Mais l'idée que quelqu'un d'autre ait pu le lui dire m'a assommé. Qui te l'a dit? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. Personne ne me l'a dit, a-t-il dit, son ton sec. J'ai entendu Ted Nuhr en parler avec un autre gars hier soir. Ça n'avait pas l'air d'être un secret pour eux. J'ai senti mon estomac se tordre. Waouh, ai-je réussi à dire, sidéré. Mon esprit s'emballait. Mes collègues étaient-ils au courant? Cela pouvait-il dégénérer en catastrophe totale? Ma réputation professionnelle pourrait être en jeu. Au moins une partie de mon équipe pourrait savoir que j'avais couché avec un subordonné, ce qui pourrait entraîner des problèmes de RH ou, pire, des mesures disciplinaires de la part de Jim et Frank. Et Randy? Sa femme avait été là quand Aaron m'a confronté. Était-il maintenant confronté à sa propre crise conjugale? Le stress rend les gens imprévisibles. Et s'il se déchaînait? Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance qu'Aaron. Il était mon mari, mon partenaire, mon pilier. Quelles que soient les conséquences au travail, je m'en occuperai plus tard. Pour l'instant, je devais me concentrer sur le sauvetage de mon mariage. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de stabiliser ma voix. Chérie, peu importe qui d'autre est au courant. Toi, tu sais, et je vois à quel point tu souffres. Je veux t'aider à guérir. Tu as causé cette douleur, Ti, a-t-il dit, ses mots tranchants comme des éclats de verre. Je ne te fais pas confiance pour l'apaiser. Sa réponse a glacé mon cœur. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais avant que je ne puisse, il m'a frappé avec une autre question. Que vois-tu se passer ici? Dieu merci, sa question était ma bouée de sauvetage. C'était le terrain le plus solide que je pouvais espérer. Je t'aime, ai-je dit, ma voix ferme et stable pour la première fois. Maintenant plus que jamais. Et demain, je t'aimerai encore plus. Ce n'est que du bruit, Aaron. Je sais que ça fait mal, mais je peux guérir cette douleur avec de l'amour. Ce n'est rien comparé à l'amour que nous ressentons l'un pour l'autre, à la famille que nous avons bâtie ensemble. Nous avons encore notre merveilleux avenir devant nous, toutes les choses dont nous avons parlé, dont nous avons rêvé. Je sais que tu souffres et nous avons beaucoup de travail devant nous, mais je n'ai jamais été aussi confiante que nous sommes destinés à passer nos vies ensemble. Aaron n'a pas répondu. Son regard s'est perdu dans le lointain, son visage impassible.
Les mots de Tilly m'ont submergé, mais ils ne m'ont pas atteint. C'étaient juste des mots, du bruit, comme elle l'avait dit. Allons au salon et asseyons-nous ensemble, a-t-elle dit doucement. Ton contact, tes câlins me manquent. On se sent toujours mieux quand on se touche. Tu verras que rien n'a changé. Je suis bien ici, ai-je répondu, ma voix distante. Elle s'est levée et j'ai pu voir l'espoir dans ses yeux, mais je n'ai pas bougé. Ni de la cuisine, ni de ma position, ni de mon attitude. Je l'ai regardée se dégonfler, ses épaules s'affaissant. Elle essayait de combler le fossé entre nous, mais j'avais l'impression qu'elle parlait une langue différente. Nous ne voyions pas le monde de la même manière. Nous ne l'avions jamais vu. Mon amour, ta douleur est vive et accablante en ce moment, a-t-elle dit, la voix tremblante. S'il te plaît, ne te replie pas sur toi-même. Laisse-moi t'aider à retrouver ton équilibre, laisse-moi te soutenir. Je me suis levé brusquement et elle a fait de même. Je l'ai vue tressaillir quand j'ai parlé. Je ne prends aucune décision pour l'instant. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je te ferai savoir quand je serai prêt à en discuter davantage. Sans attendre de réponse, j'ai attrapé ma veste et je suis parti. Je voulais aller au parc, j'adorais être dehors, surtout quand j'avais besoin de dépenser mon énergie nerveuse. Mais j'étais sorti sans veste et la fraîcheur de la fin de l'automne était trop forte. Alors je me suis dirigé vers le centre commercial à la place, marchant 2 fois dans les couloirs de chaque niveau. Finalement, j'ai pris une part de pizza au pepperoni chez Slice Brothers. Ce n'était pas génial, mais je m'en fichais. Mes pensées étaient plus bruyantes que tout le reste. Tilly disait que son temps avec Randy ne signifiait rien, mais ce n'était pas vrai pour moi. Elle semblait sincère quand elle disait qu'elle m'aimait toujours, mais comment pouvais-je en être sûr? Elle avait couché avec Randy plusieurs fois et avec un inconnu une fois auparavant. La fréquence avec Randy me dérangeait. 3 fois en un an, ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour établir un schéma. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, après tout. Ils ont probablement mieux compris ce qui les attirait l'un vers l'autre, ce qui nourrissait leurs désirs, et ils ont agi de manière plus consciente à chaque fois. Elle me trompait. Ce n'était pas le principal, mais c'était important. Personne ne veut se sentir idiot. Si nous restions mariés, je devrais faire face à des gens qui pourraient déjà être au courant de sa trahison. Elle a eu des relations sexuelles non protégées au moins une fois, ne pensant manifestement pas au mari qui l'attendait fidèlement à la maison. Elle prétendait m'aimer, mais ses actions brouillaient le sens de cet amour pour moi. Tout ce que j'avais entendu désigner un sexe occasionnel et pratique de sa part, ce que je pouvais, à un certain niveau, comprendre. Je comprenais le concept d'intimité occasionnelle, en principe, mais bon sang, je ne pouvais pas concevoir comment quelqu'un pouvait penser que le sexe n'était pas assez important pour le limiter à une relation engagée. Je ne jugerai pas les autres qui ont conclu des accords explicites avec leur partenaire pour permettre la non-monogamie, mais Tilly, ma partenaire, elle n'a jamais abordé cette conversation avec moi. Nous avons discuté de l'exclusivité au début de notre relation et nous étions d'accord, ou du moins je le pensais. Soit nous ne l'avons pas assez bien défini, soit Tilly a trouvé une échappatoire. Maintenant, elle voulait aller de l'avant, rester mariée comme si rien ne s'était passé. L'accent était mis sur l'aide à traverser ma douleur, presque comme si elle ignorait la partie responsabilité, probablement parce qu'elle ne pensait même pas que ce qu'elle avait fait était mal. Alors, quoi maintenant? J'aimais Tilly. Je l'avais toujours aimée. Nous étions sur la même longueur d'onde sur presque tout, sauf ça. Nos vies étaient un. Si étroitement liées que les séparer serait un cauchemar. La séparation serait douloureuse et compliquée à tous les niveaux. Nous étions les meilleurs amis, nous avions 2 jeunes enfants qui nous adoraient, nos familles étaient proches et nous aimaient profondément tous les deux. Nous partagions une maison de vacances, des investissements, des plans de retraite et d'innombrables rêves que nous avions bâtis ensemble. Le divorce détruirait tout cela. Mais si nous divorcions, je pourrais retrouver mon estime de moi. Peut-être, juste peut-être, je trouverais une partenaire dont les valeurs s'aligneraient mieux avec les miennes. Ce n'était pas garanti, bien sûr, mais je suis un homme décent, fiable, sincère, travailleur. Il devait y avoir des femmes qui apprécieraient cela suffisamment pour rester fidèles. Pourtant, la trahison de Tilly m'avait frappé profondément. Je ne pouvais pas concevoir comment elle pensait que c'était acceptable de me tromper, et bien qu'elle semblait sincèrement désolée pour ma douleur, elle ne s'était pas une seule fois excusée d'avoir couché avec ces hommes. Elle n'arrêtait pas de dire que ça ne signifiait rien. La douleur lancinante que j'avais ressentie la nuit dernière s'était un peu apaisée,
mais je savais qu'elle reviendrait, plus forte et plus aiguë à chaque fois. Les sentiments d'infériorité, de rejet et d'humiliation étaient comme des vagues, momentanément calmes mais toujours prêtes à déferler. J'espérais qu'ils s'estomperaient avec le temps, mais je ne partageais pas la conviction de Tilly qu'il pouvait être guéri. Et la confiance. La confiance était le fondement de toute relation. Sans elle, il n'y a rien. J'avais fait entièrement confiance à Tilly. J'avais honoré mes promesses envers elle. Elle n'avait pas fait de même pour moi, et maintenant notre mariage était déséquilibré, entièrement penché en sa faveur. Je ne voyais pas comment restaurer cet équilibre. Je ne l'ai pas trompée, non pas parce que je suis un saint, mais parce que l'intimité pour moi n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle, une connexion. Si je la trompais, cela signifierait que je ne me souciais plus de notre engagement, et c'est exactement ainsi que je voyais les actions de Tilly, comme son rejet de notre lien. Je voulais qu'elle me convainque pourquoi nous devrions rester mariés, parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas le voir par moi-même. Je me suis assise à la table de la cuisine, attendant Aaron. J'avais pris une douche après son départ, mangé une tartine de confiture de rhubarbe que sa mère nous avait envoyée, et essayé de ne pas trop penser à ce qui s'était passé. Mais mes pensées s'emballaient quand même. Comment pouvais-je lui faire voir ce qui comptait? Notre mariage, notre famille, c'étaient les priorités. Quelques nuits avec Randy où ce commercial n'était rien comparé à ça, pas même proche. Cela faisait quelques heures qu'Aaron était parti quand j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Mon cœur a fait un bond. J'ai rapidement mis mon assiette, mon couteau et ma tasse de café dans le lave-vaisselle et me suis dépêché vers le salon. Nous ne pouvions pas avoir une autre conversation assis rigidement à la table de la cuisine. Le salon était l'endroit où nous gardions nos photos, les jouets des filles, des souvenirs de notre lune de miel et des héritages de nos parents. C'était notre espace chaleureux et aimant. Je me suis assise au milieu du canapé d'angle, m'assurant que, peu importe où Aaron s'asseyait, il serait à portée de main. Il avait besoin de sentir mon amour par le toucher. Quand Aaron est entré, il a hésité. Je lui ai souri, mais il m'a juste fait un signe de tête formel et s'est assis sur la chaise la plus proche de la porte. Sa douleur rayonnait de lui comme une chaleur. J'ai tendu la main avec prudence, la plaçant doucement sur son épaule. Il ne s'est pas éloigné. J'ai serré doucement, puis j'ai senti sa main sur mon épaule. Elle était chaude, familière et déchirante à la fois. « Tilly » ai-je commencé, ma voix rauque. Ses yeux se sont remplis d'espoir, mais je n'étais pas sûr de pouvoir lui en donner autant. « Je ne peux pas simplement passer à autre chose, ai-je dit. Tu dis que ça n'a pas d'importance, mais ça en a pour moi. Tu dis que ça ne signifiait rien, mais ça a signifié quelque chose pour moi. Tu as rompu tes promesses, Tilly, et ça change tout. Je sais, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je sais que je t'ai blessé, Aaron, et je suis tellement désolé, mais je t'aime. Je t'aime plus que jamais et je veux arranger ça. Je veux que nous avancions ensemble. Je l'ai regardé, mes pensées un tourbillon d'émotions, colère, tristesse, trahison et, d'une certaine manière, amour. Je l'aimais toujours, mais je ne voyais pas de chemin pour revenir à la vie que nous avions eue avant. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit en me levant brusquement. Je te ferai savoir quand je serai prêt à reparler. J'ai tendu la main et elle. Et placé doucement sur le bras d'Aaron. À quoi penses-tu, mon cher? Ai-je demandé doucement. Il a haussé les épaules, évitant mon regard. Je ne comprends juste pas, a-t-il dit d'un ton monocorde. Je te l'ai déjà dit, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. Ce n'est rien, Aaron, rien du tout. Ça n'a pas d'importance. Il a laissé échapper un rire amer, secouant la tête. Ça n'a pas d'importance pour toi, Tilly, c'est ça le problème. Aaron, ai-je dit fermement, me penchant plus près, tu étais ici et j'étais là. Ça n'avait rien à voir avec toi. C'était insignifiant. Insignifiant pour toi, a-t-il répété, son ton aigu de douleur, mais pas pour moi. Le poids de ces mots m'a frappé et, un instant, je n'ai pas pu parler. Comment pouvait-il encore ne pas comprendre? Comment pouvais-je lui faire voir que ce qui s'était passé n'affectait pas mon amour pour lui ou notre famille? Je me suis forcé à sourire, essayant d'alléger l'atmosphère. Mais chérie, comment est-ce logique? Nous ne pouvons pas être inséparables quand nous sommes séparés, ai-je dit avec un petit rire, espérant que la plaisanterie apaiserait la tension. Il n'a pas ri. Il n'a même pas souri. Je pensais que nous étions inséparables, Tilly, a-t-il dit doucement,
sa voix rauque de douleur. Même quand nous étions séparés. C'est comme ça que je nous ai toujours vus. J'ai figé, sidéré par la profondeur de sa douleur. Aaron, ai-je dit doucement, ma voix tremblante. Je suis désolé, je ne sais pas quoi faire. J'essaie de te montrer à quel point cela n'a pas d'importance. Je sens que notre mariage est en danger et ça me tue de te voir comme ça. Je ne sais pas quoi dire pour arranger ça. Pourquoi l'as-tu fait? A-t-il demandé, son attention toujours fixée sur l'acte physique. Je te l'ai dit, ai-je dit, ma voix tremblante. C'est juste arrivé, Aaron. Les circonstances se sont réunies et ça ne signifiait rien. Ses épaules se sont affaissées comme si le poids de mes mots l'avait vidé de toute énergie. Ça n'a rien signifié pour toi, a-t-il dit, sa voix à peine audible, mais ça signifie tout pour moi. Pourquoi? Ai-je demandé, ma frustration remontant à la surface. Ça n'avait rien à voir avec toi, Aaron, rien du tout. Si tu n'avais pas entendu Ted hier soir, tu serais encore heureux de notre mariage, n'est-ce pas? Tu sais que oui. Et je suis toujours la même femme que j'étais hier. Je suis toujours ta femme, toujours dévouée à toi et à notre famille. Rien n'a changé. Il a secoué la tête lentement, son expression un mélange de tristesse et d'incrédulité. Tout a changé, Ti, tout. Il avait l'air de vouloir se lever, mais j'ai bougé plus vite, l'enlaçant et pressant mon front contre son épaule. Non, ai-je imploré, reste avec moi. Nous pouvons arranger ça, nous devons arranger ça. Il n'y a rien à arranger, a-t-il dit, sa voix froide. Je vois maintenant que notre mariage a toujours été déséquilibré. De quoi parles-tu? Ai-je demandé, mon cœur s'emballant. Notre engagement, a-t-il dit. Pour moi, il était complet, émotionnel, intellectuel, spirituel et physique. Mais pour toi, il n'a jamais été complet. Tu t'es engagé envers moi émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, mais pas physiquement. Nous n'avons jamais été en équilibre, Ti. Je pensais que nous l'étions, mais nous ne l'étions pas. Et je ne vois pas comment nous pourrions l'être un jour. Ce n'est pas vrai. Ai-je crié, ma voix se brisant. Je t'aime, Aaron. Je t'aime plus que tout. Je sais que tu le sens. Je sais que si. Il a secoué la tête. Non, Ti. Tu ne m'aimes pas comme je t'aime. Si tu le faisais, tu ne m'aurais pas trompé. Ces mots m'ont coupé plus profondément que je ne l'aurais cru possible. Des larmes ont brouillé ma vision. Aaron, tu dois savoir à quel point je t'aime, ai-je dit, ma voix tremblante. Tu dois ouvrir ton cœur. Mon amour est là, tu le verras si tu regardes. Je ne pense pas vouloir regarder ce qu'il y a dans mon cœur en ce moment, a-t-il répondu, son ton distant. Fais confiance à tes sentiments, Aaron, ai-je supplié. Regarde dans ton cœur, tu verras la vérité de mon amour. Il a laissé échapper un lourd soupir. L'amour n'est pas la seule chose que je ressens, Ti. Il y a de la douleur, de la colère, de la peur et du chagrin, tant de chagrin. Mais pourquoi? Ai-je murmuré, le serrant à nouveau dans mes bras. Il est resté assis, rigide, immobile. Laisse-moi entrer, Aaron, ai-je imploré, laisse-moi entrer. Nous pouvons guérir ça, nous pouvons. Je guérirai, a-t-il dit, sa voix froide et définitive, et tu feras sans aucun doute partie de ce processus, mais je ne vois pas cela arriver en ce moment. Nous sommes déséquilibrés, Ti. Nous l'avons toujours été. J'ai senti ses bras se resserrer autour de moi, mais son toucher ne m'apportait plus de réconfort. Ces mots m'ont traversé l'esprit, mais ils ne m'ont pas atteint. Je me suis levé doucement mais fermement. Ente, me libérant de son étreinte. Elle m'a regardé, les yeux remplis de larmes, mais je n'ai pas pu croiser son regard. Je ne prends aucune décision pour l'instant, ai-je dit, ma voix calme mais froide. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je te ferai savoir quand je serai prêt à reparler. Son visage s'est froissé, mais je ne suis pas resté pour voir sa réaction. Je me suis tourné et je suis parti, mes pensées un fouillis emmêlées d'amour, de colère et de trahison. Aaron s'est levé, libérant mes mains doucement. Sa voix était douce mais résolue. Ti, tant que je n'aurai pas compris si nous pouvons un jour retrouver l'équilibre, je ne peux pas être avec toi. Je vais faire quelques affaires et te faire savoir où je loge. J'avais l'impression de vivre un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Je l'ai regardé partir, toute son attitude rayonnant la défaite.
Mon cœur s'est brisé à nouveau. Nous devions arranger ça. Je devais arranger ça. Mais il ne semblait pas vouloir. J'étais bouleversé, inquiet et terrifié. Comment pouvais-je l'atteindre? Comment pouvais-je lui faire comprendre que tout ce que nous avions bâti ensemble comptait toujours? Je me suis enregistré de nouveau aux résidences et j'ai envoyé un message rapide à Tilly, je suis enregistré. J'ai rejoué notre conversation dans ma tête, disséquant ces mots, ce qu'elle avait dit et, peut-être plus important, ce qu'elle n'avait pas dit. Pour Tilly, l'engagement émotionnel était tout. Elle croyait vraiment que coucher avec d'autres hommes était sans conséquence, quelque chose de séparé de son mariage avec moi. Dans son esprit, elle était toujours fidèle parce que ces rencontres n'avaient jamais touché ses sentiments pour moi, nos enfants ou notre famille. L'intimité était pour elle compartimentée, extérieure. Je n'ai jamais soupçonné sa tromperie parce qu'elle n'en ressentait aucune culpabilité. Pour elle, ce n'était qu'un moment, un événement fugace, comme prendre un verre entre amis. Mais pour moi, c'était quelque chose de bien plus profond. Cette différence fondamentale dans notre façon de voir le mariage était le fossé que je ne pouvais pas combler. Je voulais me réconcilier, je le voulais vraiment, mais je ne voyais pas comment. Je n'avais jamais trompé Tilly, donc aller de l'avant signifierait accepter sa trahison et lui pardonner. Mais cela laisserait toujours les plateaux de notre mariage déséquilibrés. Pire encore, son manque de remords et sa conviction qu'il y a toujours des exceptions dans la vie me laissaient me demander si elle pourrait recommencer. Je savais que je ne pouvais pas supporter cela. Elle n'avait pas l'impression de m'avoir trahi, mais je le ressentais profondément. La douleur semblait insondable. Comment gérer cela quand la personne autour de laquelle on a construit sa vie, la personne dont l'amour est central à son existence même, cherche l'intimité ailleurs? Cela ébranle les fondations de tout. J'ai crié dans les oreillers cette nuit-là, comme tant de nuits auparavant. La douleur avait besoin d'un exutoire. Un exutoire, et c'était la seule façon pour moi de la libérer. Cela m'a laissé complètement épuisé. J'ai parlé à ma patronne, Maxine, et lui ai donné une explication générale, mon mariage semblait toucher à sa fin et j'avais besoin de temps pour digérer tout ça. Elle s'est montrée compréhensive, comme toujours, et m'a simplement demandé de consulter mes emails pendant que je prenais soin de moi. Malgré tout, nous avons quand même célébré la promotion de Tilly en famille. L'enthousiasme des filles a aidé à rendre le dîner léger et un tant soit peu normal. Tilly et moi avons travaillé ensemble pour les coucher ensuite, comme toujours. Quand les filles ont été endormies, j'ai pris ma veste. « Où vas-tu » a demandé Tilly, la voix tremblante. « Je ne sais pas » ai-je répondu honnêtement. « Tu me manques. »« Tu me manques aussi. » « Pouvons-nous en parler ?»« Je ne pense pas qu'il y ait autre chose à discuter » ai-je dit. « Je sais ce que tu penses maintenant, Tilly. J'ai juste besoin de comprendre ce que je pense. Rentre à la maison, mon chéri. Résolvons ça ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Tu sais que nous formons une super équipe. Ça ne marchera pas cette fois, Tilly, ai-je dit doucement avant de partir. Chaque matin, j'allais à la maison pour préparer les filles pour la journée. Chaque soir, je rentrais après le travail pour aider à les coucher. Nous voulions que leur vie reste aussi normale que possible, aussi longtemps que possible. Les week-ends étaient plus difficiles, mais nous nous en sommes sortis. Je me montrais avant qu'Annie et Kylie ne se réveillent, même si elles ne pouvaient plus courir dans notre chambre et nous surprendre au lit. Pourtant, avec tout le reste constant, elles ne semblaient pas remarquer que grand-chose avait changé. Mais nous l'avons remarqué. Je me sentais m'éloigner de plus en plus de Tilly, et elle le sentait aussi. Elle m'a supplié de rentrer à la maison, de trouver un moyen d'aller de l'avant. Une nuit, après que les filles soient endormies, elle m'a surprise. « Allons en thérapie de couple, mon chéri » a-t-elle dit, les yeux implorants. « Nous sommes dans une impasse et nous avons besoin d'aide. Sinon, j'ai peur que tu nous quittes pour toujours. » C'était ironique qu'elle pense que je l'abandonnais alors que tout ce que je ressentais était qu'elle ne s'était jamais pleinement investie dans notre mariage. Mais sa suggestion m'a fait réfléchir. Nos perspectives différentes, ai-je réalisé, étaient une raison suffisante pour tenter la thérapie. Tilly a trouvé une thérapeute, le docteur Priya Banerjee. Après avoir parcouru les critiques en ligne et ses qualifications, j'ai accepté d'essayer. Le docteur Banerjee était une femme ancrée, de forte corpulence mais avec des yeux vifs et intelligents, et une voix apaisante teintée d'un léger accent. Son approche était indirecte, mais il y avait une confiance tranquille dans son comportement qui me donnait de l'espoir.
Elle prenait toujours le temps d'explorer nos pensées et nos sentiments sur toute question en discussion, mais une fois les bases posées, elle n'hésitait pas à poser les questions percutantes qui allaient droit au cœur du problème. Son langage était clair et précis, surtout lorsqu'il s'agissait de discuter des émotions. C'est vers la fin de notre deuxième séance que Priya nous a menés à un point tournant crucial. Nous avons parlé de notre histoire ensemble et de ma récente découverte de l'infidélité de Tilly. Il n'y avait pas de surprise pour l'un ou l'autre d'entre nous, mais Priya dessinait les contours de notre mariage dans son esprit. Corrigez-moi si je me trompe, mais il semble, Tilly, que vous croyez que vos promesses à Aaron restent intactes parce qu'être intime avec d'autres hommes n'a pas affecté votre engagement émotionnel envers lui, a demandé Priya. Tilly a hoché la tête et a souri. Oui. Et vous, Aaron, croyez qu'elle a rompu ses promesses parce que, pour vous, elles incluaient la fidélité physique, pas seulement l'engagement émotionnel, a poursuivi Priya. Oui, ai-je répondu. Tilly, vous ne pensez pas avoir besoin de vous excuser parce que vous ne croyez pas avoir fait quelque chose de mal. Est-ce exact, a fait remarquer Priya. Tilly a froncé les sourcils. Non. Je suis désolé d'avoir blessé Aaron. Je suis profondément désolé pour cela. Je veux qu'il me pardonne de l'avoir blessé. Donc vous regrettez d'avoir été avec d'autres hommes parce que cela a causé de la souffrance à Aaron, a clarifié Priya. Exactement. Je suis vraiment désolé pour cela. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser mon mari, a répondu Tilly. Aaron, que pensez-vous de ce que dit Tilly, a demandé Priya en se tournant vers moi. Je sais qu'elle est désolée de m'avoir blessé. Ce n'est pas un monstre. Elle sait qu'elle m'a profondément blessé et elle a clairement exprimé ses regrets pour cela. Mais elle ne s'est jamais excusée pour les actions qui ont causé cette douleur parce qu'elle ne les considère pas comme mauvaises. Et c'est le problème, ai-je dit. Tilly s'est exclamé, je suis vraiment désolé pour ça. Je n'ai pas voulu te blesser, Aaron. C'est au tour d'Aaron de partager ses pensées et ses sentiments. Vous aurez aussi votre chance, a interrompu Priya. Non, j'ai fini, ai-je poursuivi. Elle ne regrette ses actions que parce qu'elles m'ont blessé. Elle ne les considère pas comme une trahison en soi. Moi si. Et cela me dit qu'elle pourrait recommencer. Je ne sais pas si je peux dépasser cette douleur maintenant. Cela me détruirait si cela se reproduisait. Je ne recommencerai pas, a insisté Tilly. Tilly, tu es une femme merveilleuse, intelligente et chaleureuse, mais tu crois aux exceptions et aux choix. Pour toi, il n'y a pas d'absolu, n'est-ce pas, ai-je continué. Mais pour moi, la fidélité physique est un absolu. Elle l'a toujours été. Et c'est pourquoi cela fait si mal de découvrir que tu ne ressens pas la même chose. C'est ce que notre mariage signifiait pour moi. Et si je dois me défendre contre toi, alors ce n'est pas le mariage que je veux. Tu n'es pas une mauvaise personne, Tilly, mais je ne pense pas que tu sois la bonne épouse pour moi. Chérie, s'il te plaît, donne-moi une chance. Je peux le faire, a plaidé Tilly. Peux-tu vraiment croire qu'il n'y aura aucune exception pour le reste de ta vie, que, sous absolument aucune circonstance, tu n'envisagerais jamais d'être intime avec un autre homme? Tilly avait toujours été honnête. Peut-être pas pleinement transparente, mais honnête. Et j'ai vu dans ses yeux le moment exact où elle a pensé à d'éventuelles exceptions. Et elle a vu dans mes yeux que je l'avais vu. Je pense que nous avons tous les deux su à ce moment précis que c'était fini entre nous. Je n'arrive pas à croire que nous sommes divorcés, a réfléchi Tilly. Aaron et moi ayons des âmes sœurs, absolument parfaits l'un pour l'autre. Mais maintenant, nous ne sommes plus mariés. J'ai été témoin de cela depuis le tout début de cette terrible nuit à l'hôtel et chaque jour depuis. C'était comme si nous tombions de plus en plus profondément dans la spirale infernale. Je ne peux toujours pas comprendre pleinement comment tout cela est arrivé, et tout cela à cause des raisons les plus insignifiantes. Je n'avais jamais donné à personne, même une fraction de l'amour que je ressentais pour Aaron, jamais. J'étais certaine que la thérapie nous aiderait. Priya nous a aidés à voir nos différences, mais là où j'avais confiance que nous pourrions les surmonter, Aaron ne voyait aucune issue et il a semblé qu'il avait simplement cessé d'essayer. Je l'ai supplié encore et encore de rentrer à la maison, de faire l'amour avec moi, de faire confiance au cocon d'amour que nous avions construit pour nous-mêmes et nos enfants, mais il était catégorique. Je vois des possibilités. J'en ai toujours vu. Je suis créative, alors quand Aaron m'a demandé si je pouvais jamais envisager une exception à ma fidélité envers lui, bien sûr que j'ai pu en trouver une. En fait, j'en ai trouvé plusieurs presque immédiatement, des victimes d'accidents d'avion forcés de survivre ensemble, sauver la vie de quelqu'un,
ou même un échange de partenaires consensuels avec l'approbation d'Aaron, peut-être même un moment de passion soudaine et incontrôlable. Je suis sûr que je pourrais en trouver d'autres, mais ce n'était là que des exceptions, par définition des scénarios hautement improbables. J'ai essayé d'expliquer cela à Aaron, mais il m'a coupé. La probabilité n'est pas nulle, Ti, et avec chaque exception possible que tu ajoutes, le risque global que tu sois à nouveau avec quelqu'un d'autre augmente. Je ne peux pas vivre avec cette menace planant sur notre mariage. Je ne peux pas. Tu m'as détruit, Ti. Je n'ai pas la force de survivre à un autre coup. Et ainsi, il m'a détruite en retour. J'ai été déprimé pendant des mois après qu'il a demandé le divorce, mais j'ai dû me ressaisir chaque jour pour soutenir nos filles, pour acquérir des clients pour notre cabinet. Je n'avais pas le luxe de m'effondrer. Je me sentais découragé, mais comme je crois fermement à la philosophie du « faire semblant jusqu'à ce que cela se concrétise », j'affichais mon meilleur visage chaque jour. Pourtant, les nuits seules dans mon lit étaient brutales. Quand Aaron prenait les filles au notre accord de garde alternait les semaines où je me retrouvais à manger pot après pot de glace à la menthe et aux pépites de chocolat et à pleurer plus que je ne voudrais l'admettre. Ce n'était pas facile pour Aaron non plus. Je le connaissais si bien et je pouvais voir la profonde tristesse en lui. Sa manière habituellement joyeuse et décontractée avait disparu. Quand il ne parlait à personne, il semblait distant, perdu dans ses pensées. Peu importe à quelle fréquence je le suppliais de revenir vers moi, il refusait. Finalement, j'ai réalisé qu'il devrait revenir vers moi de son plein gré. Rien de ce que je disais ou faisais ne ferait de différence. Et peut-être alors, j'ai vraiment compris à quel point je l'avais blessé. Aaron m'avait toujours fait confiance, s'était tourné vers moi pour des conseils, avait apprécié mes opinions ou du moins jusqu'à ce moment-là. Mais maintenant, cette confiance était brisée. Au moment où j'étais prête à fréquenter quelqu'un à nouveau, Randy avait été licencié depuis longtemps. Il avait également traversé un divorce. Son épouse Trish avait entendu les révélations d'Aaron haut et fort cette nuit fatidique. Randy avait été pris au dépourvu et n'avait pas pu manipuler la nouvelle de manière à sauver sa situation. Son divorce s'est bien plus mal passé que le nôtre. Alors qu'Aaron et moi nous étions séparés à l'amiable et avions travaillé pour rester amicaux pour le bien de nos enfants, Trish a fait vivre un enfer à Randy. Ils avaient aussi de jeunes enfants, mais elle a obtenu la garde complète et l'a laissé avec la facture. Randy a finalement quitté notre entreprise lorsqu'un poste de directeur des ventes s'est ouvert chez un concurrent. Le travail l'obligeait à déménager à Chicago. Je me sentais désolé pour lui et pour moi-même. Cette nuit-là ne valait pas le prix que chacun de nous a payé. Au travail, je n'ai pas eu de réelles conséquences. J'ai donné à Jim et Frank une version édulcorée des raisons de mon divorce et leur ai assuré que je ne mettrais plus l'entreprise en danger. Ils ont exprimé leur déception, mais comme je leur rapportais de l'argent, je suppose qu'ils ont fermé les yeux plus par pragmatisme que par loyauté personnelle envers moi. Environ un an après la finalisation du divorce, j'ai recommencé à fréquenter des gens. Dès que la nouvelle de mon divorce imminent s'est répandue, des hommes ont commencé à me demander de sortir. Mais il m'a fallu une année entière pour accepter que mon mariage était vraiment terminé. Je me sentais d'une solitude insupportable, alors j'ai remis un pied dans le monde des rencontres, acceptant des déjeuners avec quelques hommes différents. Je n'ai couché avec aucun d'entre eux, même si j'étais tenté. Au fond, j'espérais toujours qu'Aaron reviendrait, et je voulais pouvoir lui dire que j'étais resté fidèle. L'ironie ne m'a pas échappé, je n'étais pas resté fidèle pendant notre mariage, mais je l'étais après sa fin. L'intimité avec d'autres n'avait jamais beaucoup compté pour moi, mais elle comptait clairement pour Aaron. Je voulais avoir quelque chose de précieux à lui offrir s'il décidait un jour de revenir. Environ un an après notre rupture, Aaron semblait avoir retrouvé son équilibre dans la vie. Je ne savais pas s'il voyait quelqu'un, nous n'avons jamais discuté de rencontres, bien que je n'ai jamais demandé directement à nos filles. Leur récit sur le temps passé avec Aaron ne mentionnait aucune femme. Quand je le voyais, il semblait posé, peut-être pas entièrement heureux, mais au moins serein. À ce moment-là, j'ai abandonné tout espoir pour nous. Lâcher prise m'a aidé à m'ouvrir aux autres, et c'est là que j'ai rencontré Bob. Nous nous sommes rencontrés par le travail. Bob avait un cabinet de gestion de patrimoine familial et je l'ai convaincu avec succès d'utiliser nos services. Pour célébrer l'accord, je l'ai invité à dîner, et plus tard, il m'a invité à un autre dîner pour parler plus personnellement. Bob était veuf depuis 4 ans. Il avait 10 ans de plus que moi, sans enfant, non pas parce qu'il n'en voulait pas, mais parce que feu son épouse n'avait pas pu concevoir. Il l'avait pleuré profondément pendant 2 ans et avait lentement commencé à rouvrir son cœur.
Je pouvais comprendre cela. Bob m'a guéri de bien des façons. Je porterai toujours la cicatrice du rejet d'Aaron, mais Bob était doux, attentionné et drôle. Il n'était pas beau de manière conventionnelle, juste ordinaire, ni particulièrement grand ni petit, sans rien de frappant, mais son cœur était grand et chaleureux, et il m'a complètement enveloppé. Il voyait aussi les choses en nuances de gris, et j'y ai trouvé du réconfort. Je ne peux pas imaginer comment un mariage parfait pourrait être ruiné par quelques incidents mineurs d'intimité, m'a-t-il dit un jour. Je n'ai pas eu le cœur d'expliquer à quel point ces incidents avaient blessé Aaron, ou comment ils nous avaient détruits. Quand Aaron et moi étions mariés, je n'avais jamais imaginé ce que cela ferait pour lui de passer à autre chose en premier. J'étais nerveuse, presque terrifiée, à l'idée de sa réaction quand je lui dirais que Bob et moi prévoyions d'emménager ensemble. Mais la conversation s'est avérée être un anticlimax. Aaron a été poli. « Je suis content que tu aies trouvé quelqu'un, Tilly, a-t-il dit en souriant sincèrement. Tu as toujours eu bon goût en matière de partenaire, alors je suis sûr que c'est une bonne personne. Je n'ai pas pu m'empêcher de me précipiter pour l'embrasser, mais il s'est tendu dans mon étreinte. À ce moment-là, une partie de moi est morte en moi. Je savais qu'il ne laisserait jamais partir la douleur que je lui avais causée. Bob et moi avons finalement acheté une maison de 4 chambres non loin de l'endroit où Aaron et moi avions vécu. Nous voulions un nouveau départ. Pendant et après le divorce, j'étais resté dans notre ancienne maison pour que les choses restent aussi normales que possible pour les enfants. Aaron a acheté un appartement de 3 chambres à proximité, non loin de l'endroit où nous habitions et toujours dans la même circonscription scolaire. Les enfants se sont adaptés à la présence de Bob dans leur vie presque sans difficulté. Je pense que c'était principalement parce qu'il était décontracté et abordable, et parce qu'Annie était encore à quelques années de sa crise d'adolescence. Je pense encore souvent à Aaron. Je veux qu'il soit heureux. J'espère qu'un jour il le sera. J'essaie de ne pas ruminer les « et si j'avais été plus souple, et s'il avait été plus ouvert, et s'il m'avait laissé l'aider à guérir. » Mais ensuite je me rappelle qu'il n'aurait probablement pas été Aaron, mon partenaire idéal, mon partenaire presque parfait, s'il avait été différent. J'ai rencontré Bob brièvement et n'ai jamais échangé plus que de polies salutations avec lui en déposant ou en venant chercher les filles. Il semblait être un homme bien, peut-être un peu ennuyeux, ce que, compte tenu de la personnalité de Tilly, je trouvais plutôt amusant. Nous avons finalement eu une vraie conversation à la fête du 8e anniversaire de Kylie. J'étais le seul père là-bas, à part Bob. Tilly et quelques autres mères étaient occupées à surveiller la douzaine de petites filles qui couraient partout dans le jardin. Ni elles ni les enfants n'avaient besoin que 2 vieux types se mettent en travers. Alors, nous nous sommes assis sur des chaises pliantes sur le patio, regardant le chaos se dérouler. Nous avons parlé des derniers drames des jumelles, avons spéculé sur les chances des Vikings cette saison-là et nous nous sommes plaints de la chaleur étouffante de la semaine dernière. Quand nous avons manqué de sujets sûrs et neutres, nous avons siroté notre molleton dans un silence amical pendant un moment. Puis Bob a rompu le silence. « Je ne veux pas vous gêner, Aaron, mais comment avez-vous pu laisser partir Tilly ? Je veux dire, regardez-la, elle est belle, intelligente, drôle, une mère incroyable, une cuisinière formidable et une amante encore meilleure. Elle a tout pour plaire. » J'avais réfléchi à cette question d'innombrables fois depuis la fin de notre mariage. Il n'avait pas tort. Tilly était une femme impressionnante, mais elle m'avait aussi déchiré. Il m'avait fallu des années de thérapie pour réaliser que j'étais mieux sans les doutes qu'elle avait apportés dans ma vie. Un partenaire devrait rendre la vie plus facile, plus douce et plus épanouissante. Il devrait vous élever. Le doute, lui, empoisonne insidieusement chaque instant, chaque interaction et ajoute du stress au lieu de l'éliminer. Je ne pouvais pas vivre avec ça. Pendant longtemps, ma tristesse face à la perte de mon mariage m'avait aveuglé à cette vérité, mais maintenant, je la voyais clairement. J'ai haussé les épaules et répondu simplement, nous n'étions tout simplement pas les bons partenaires l'un pour l'autre. Bob a secoué la tête. J'aimerais penser que je me battrais pour quelqu'un comme elle plutôt que de la laisser partir. Eh bien, j'espère que vous n'aurez jamais à le découvrir, ai-je dit avec un petit sourire. Il ne comprenait pas, et c'était bien ainsi. J'ai souri à nouveau et j'ai bu une gorgée de ma bouteille, le regardant avec Tilly. Ce jour-là, j'ai réalisé qu'ils étaient mieux assortis que Tilly et moi ne l'avions jamais été. Cette pensée ne me dérangeait pas. Malgré la douleur que sa trahison m'avait causée, je ne voulais pas qu'elle souffre. Elle n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Elle n'était tout simplement pas le bon partenaire pour moi. D'ailleurs, j'avais mon propre secret.
J'ai rencontré Deirdre il y a environ 9 mois. Depuis mon divorce, je m'étais concentré sur mon développement personnel, prenant des cours de cuisine, rejoignant un club de lecture et achetant un vélo de route. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés, lors d'une sortie de groupe. Nous roulions au même rythme, alors nous avons naturellement fini par rouler ensemble. À la fin de la sortie, nous nous sommes assis l'un à côté de l'autre pour prendre un café. 2 semaines plus tard, nous avons recommencé. Elle était spirituelle et bien informée sur des sujets qui m'intéressaient aussi, alors je l'ai invitée à visiter le musée d'art avec moi. Après, nous sommes allés déjeuner. Cela a mené à des dîners, des soirées cinéma, et finalement des soirées passées ensemble. Deirdre était chef de projet chez Verizon. Elle était divorcée depuis 6 ans et avait une fille de 10 ans, ce qui la situait en âge entre Annie et Kylie. Grande et mince, elle dégageait la plupart du temps une énergie joueuse, mais elle était très professionnelle quand il s'agissait de faire avancer les choses exactement ce à quoi on s'attend d'une chef de projet et, essentiellement, d'une mère célibataire. Son ex-mari voyait leur fille une fois toutes les 2 semaines, donc elle gérait presque tout seule. Elle était hyper organisée, un peu autoritaire et directe de manière rafraîchissante. Nous partagions un nombre inattendu de centres d'intérêt. The Stroke et Muse étaient sur nos 2 listes de lecture. Pulp Fiction était en tête de notre liste de films préférés, elle l'adorait pour Uma Thurman et moi pour Willem Dafoe. Politiquement, nous étions pragmatiquement progressistes, difficile de ne pas l'être au Minnesota. Quand nous étions ensemble, le temps semblait passer sans que nous nous en rendions compte. Et peut-être le plus important, nous étions tous deux de fermes partisans de la monogamie. Nous gardions notre relation discrète, principalement pour nous assurer que nous étions vraiment compatibles avant d'impliquer les enfants. Je ne savais pas combien de temps Tilly était sorti avec Bob avant de le présenter aux filles, mais je voulais être absolument certain de Deirdre et moi avant de franchir cette étape. Nous étions presque prêts à franchir l'étape suivante. Il y a quelques semaines, Deirdre et moi sommes allés en voiture à Duluth pour rencontrer mes parents à leur chalet d'été. Elle les a complètement charmés et nous sommes partis en nous sentant confiants de leur soutien. Nous ne voulions pas éclipser l'anniversaire de Kylie, alors nous avons décidé d'attendre la semaine prochaine pour dire à nos filles que nous prévoyions d'aller de l'avant en tant que couple. Nous n'étions pas sûrs exactement quand nous aurions notre première rencontre familiale en personne avec tous les enfants réunis, mais ce ne serait pas long après ce. Là. Alors, quelle est la suite? Qui sait vraiment? La fin de mon mariage avec Tilly a été aussi douloureuse que je l'avais craint, mais de l'autre côté de ce terrible voyage, je me suis senti à la fois plus fort et plus sage. Avec Deirdre, je me sens en sécurité et complètement stable. Peu importe comment je regarde notre relation, que ce soit à travers le prisme de l'expérience, de l'espoir ou du pragmatisme, elle me semble vraie, équilibrée et fondée sur la compréhension mutuelle. Et j'aime nos chances de maintenir cela ainsi. Que pensez-vous de l'histoire d'aujourd'hui? Pour moi, il semble clair qu'avant d'entreprendre toute action impliquant le sexe opposé, il est crucial de discuter et de convenir des limites de ce qui est permis avec votre partenaire. Si quelque chose vous semble normal mais pas à votre partenaire, c'est hors de question. Point final. Le respect des limites de chacun est ce qui maintient les relations saines et solides. Si vous avez apprécié cela, abonnez-vous à JK raconte une histoire pour plus de récits.